Dès lors, il ne pense plus qu'obscurément à cette jeunesse où il y avait en eux une force de résistance, cette autre force qui tiraille et siffle, qui ne veut pas rester en place et déclenche une tempête de tentatives d'évasion sans but. L'esprit moqueur de la jeunesse, son refus de l'ordre établi, sa disponibilité à toute espèce d'héroïsme, au sacrifice comme au crime, son ardente gravité et son inconstance, tout cela n'est que tentative d'évasion. Dieu sait, on l'a dit, ce que peut bien être une âme. Il ne peut subsister aucun doute sur le fait que le désir ardent de n'écouter qu'elle vous laisse toute latitude d'agir, entraîne une véritable anarchie. Et l'histoire ne manque pas d'exemples où des âmes, pour ainsi dire chimiquement pures, commettent de véritables crimes. En revanche, aussitôt qu'une âme a une morale, une religion ou une philosophie, une culture bourgeoise approfondie et des idéaux dans le domaine du devoir ou du beau, elle se voit gratifiée de tout un système de prescriptions, de conditions, de règlements auxquels elle doit se soumettre avant même de pouvoir penser à être une âme supérieure, et son ardeur, comme celle d'un haut fourneau, se voit canalisée dans de beaux moules en sable. Néanmoins, quand on a été relégué dans l'obscurité, on n'a pas le droit de chanter de peur comme les enfants. C'est chanter de peur, précisément, que feindre de savoir comment on doit se comporter ici-bas. Rugis à faire trembler les assises du monde, ce n'est jamais que de la peur. D'ailleurs, j'en suis convaincu, nous galopons. Nous sommes encore loin des buts, ils ne s'approchent pas, nous ne les voyons même pas. Nous nous tromperons encore souvent de route, nous devrons changer de chevaux souvent encore. Mais un jour, après-demain ou dans 2000 ans, l'horizon commencera à couler et se ruera sur nous en mugissant. Tandis qu'il se laissait porter de ci de là au sein de la petite activité stupide dont il s'était chargé, parlant, aimant à trop parler, vivant avec l'obstination désespérée d'un pêcheur qui plonge ses filets dans un fleuve vide, tandis qu'il ne faisait rien qui correspondît à la personne que malgré tout il représentait, et qu'intentionnellement il ne faisait rien. Il attendait. Il attendait derrière sa personne, dans la mesure où ce terme définit la partie de l'homme qui se laisse former par le monde extérieur et le cours de la vie, et son tranquille désespoir, endigué derrière, montait chaque jour un peu plus haut. Il traversait la pire calamité de sa vie et se méprisait pour ses omissions. Aujourd'hui, en effet, on ment moins par faiblesse que parce qu'on est convaincu qu'un homme qui maîtrise la vie doit pouvoir mentir. On est violent parce que le caractère univoque de la violence, après de longs palabres inefficaces, fait l'effet d'une délivrance. On forme des groupes parce que l'obéissance permet de réaliser tout ce qu'on ne serait plus capable depuis longtemps de faire de sa propre conviction. L'hostilité de groupe à groupe donne aux hommes la réciprocité jamais apaisée de la vendetta, alors que l'amour aboutirait rapidement au sommeil. Il ne s'agit pas tellement, pour expliquer cela, de savoir si les hommes sont bons ou mauvais, c'est qu'ils ont perdu toute notion de la grandeur et de la bassesse. Chaque fois que ses voyages le conduisaient dans des villes auxquelles nulle affaire ne le rattachait, il goûtait profondément le sentiment de solitude qui en naissait, et jamais le sentiment n'avait été aussi fort. Il avait considéré les couleurs des tramways, des voitures, des vitrines, des portails, les formes des clochers, des visages, des façades. Bien qu'on y retrouvât l'air de famille européen, le regard volait au-dessus d'eux comme un insecte qui s'est égaré au-dessus d'un champ émaillé de couleurs attrayantes inconnues, et qui ne peut s'y poser, quoi qu'il le désire. Cette marche sans but ni destination précise dans une ville tout occupée d'elle-même, cette tension accrue de la sensibilité dans un éloignement accru qui fortifie encore la conviction que compte non pas l'individu, mais seulement cette somme de visages, ces mouvements détachés du corps, groupés et hiérarchisés en armées de bras, de jambes ou de dents auxquels l'avenir appartient. Un tel état peut éveiller en celui qui flâne ainsi refermé sur lui-même le sentiment d'être devenu presque un asocial ou un criminel. Nous ne sommes pas capables de nous libérer nous-mêmes. La chose ne fait aucun doute. Nous appelons cela démocratie, mais la démocratie n'est que l'expression politique d'un état psychique d'indifférence absolue. Nous sommes à l'époque du bulletin de vote. Déjà chaque année nous élisons notre idéal sexuel, la reine de beauté, par le moyen du vote. Nous avons fait de la science positive notre idéal. C'est comme si nous glissions de force dans la main des prétendus faits un bulletin de vote, afin qu'ils choisissent à notre place. L'époque est antiphilosophique et lâche. On n'a pas le courage de décider ce qui est valeur et ce qui n'en est pas. La démocratie, réduite à sa plus simple expression,
revient à faire ce qui se produit. Préserver du froid une certaine température du sentir, c'est probablement ménager la chaleur nécessaire à l'incubation sans laquelle il n'y a pas d'évolution spirituelle. Quand un homme est arraché à la confusion des intentions intelligentes qui l'embarrassent de 1000 objets étrangers, quand il est transporté pour quelques instants dans un état de désintéressement absolu, par exemple lorsqu'il écoute de la musique, il rejoint presque l'état des fleurs sur lesquelles passent la pluie et les rayons du soleil. La surestimation de la personne est une superstition moderne. On parle beaucoup aujourd'hui de la culture de la personnalité. On proclame qu'il faut vivre sa vie jusqu'au bout, affirmer la vie. Par ces formules équivoques et obscures, leurs prophètes prouvent seulement qu'ils ont besoin de brume pour dissimuler le véritable sens de leur refus. Que faut-il donc affirmer ? Tout à la fois et sans dessus-dessous. Un développement est toujours lié à une contrainte, a dit un penseur américain. Nous ne pouvons développer un aspect de notre nature sans étouffer la croissance des autres. Et que faut-il vivre jusqu'au bout ? L'esprit ou les instincts, les humeurs ou le caractère, l'égoïsme ou l'amour ? Si c'est notre nature supérieure qui doit s'épanouir, notre nature inférieure doit apprendre le renoncement et l'obéissance. De quoi s'agit-il, sinon d'une de ces dunes de sable que le vent déforme, puis que son propre poids recompose un instant, et qu'enfin le vent emporte ? Qu'est-ce donc que nos actes sinon une terreur nerveuse de n'être rien ? À commencer par les divertissements qui n'en sont pas, qui ne sont que du vacarme, un caquetage encourageant pour tuer le temps parce qu'une obscure certitude nous dit qu'il finira par nous tuer, pour aboutir aux inventions en chérissant l'une sur l'autre, aux absurdes montagnes d'argent qui tuent l'esprit, qu'on soit écrasé ou porté par elles, aux modes anxieusement changeantes de l'esprit, aux vêtements sans cesse modifiés, au meurtre, à l'assassinat, à la guerre. En quoi se décharge une profonde méfiance à l'égard de ce qui dure et du créé ? Qu'est-ce que tout cela, sinon l'agitation d'un homme empêtré jusqu'aux genoux dans une tombe dont il essaie de se dégager, mais à laquelle il n'échappera jamais, d'un être qui ne se dérobe jamais entièrement au néant, qui, se précipitant avec angoisse dans toutes sortes de figures, n'en demeure pas moins, en quelques points secrets de lui-même à peine devinés, caducité et néant.